Merci Philippe, bonjour à tous. Alors, bonjour. Il y a quelques mois, on a accepté avec Antoine de traiter de toutes les urgences rythmiques en 20 minutes. Du coup, c'était un petit peu trop par personne, donc on a partagé le travail et Antoine abordera les urgences liées aux bradycardies et je vais démarrer avec les urgences liées aux tachycardies. Donc, qu'est-ce qu'une urgence rythmique? L'urgence rythmique absolue, c'est celle qu'on connaît tous, c'est la mort subite et elle est toujours d'origine ventriculaire, qu'il s'agisse de la mort subite par fibrillation ventriculaire ou de l'orage rythmique sur tachycardie ventriculaire. Mais est-ce que l'urgence rythmique peut être d'origine supraventriculaire? C'est le cas, par exemple, pour les fibrillations atriales sur voie accessoire maligne ou les flotteurs en 1 pour 1, les flotteurs kinidiniques. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas le trouble du rythme atrial qui tue, c'est la réponse ventriculaire. Et puis, parfois, il existe des urgences rythmiques qui sont là où on ne les attend pas, des urgences rythmiques méconnues. Et c'est le cas notamment des troubles du rythme atriaux, pas forcément très rapides et qui peuvent être longtemps non diagnostiqués, mais entraîner à bas bruit une dégradation ventriculaire gauche jusqu'à conduire à une défaillance cardiaque et des conséquences vitales. Alors, je vous propose d'illustrer ces 3 catégories d'urgences rythmiques par 3 cas cliniques qui ont été pris en charge ces derniers temps. Premier cas clinique d'urgence rythmique ventriculaire, c'est celui d'une patiente roumaine de 52 ans en vacances à Nantes qui fait un arrêt cardiaque sur rythme choquable qui révèle une occlusion de l'IVA ostiale avec un échec de recanalisation, une dissection de l'artère et puis finalement un état de choc cardiogénique et aucune viabilité myocardique. Donc en toute logique, elle est équipée d'un défibrillateur automatique en prévention secondaire et au cours de son hospitalisation prolongée, on voit apparaître des extrasystoles ventriculaires qu'on voit ici, des extrasystoles ventriculaires de type retard droit, axe gauche, qui sont assez fines pour des extrasystoles ventriculaires, très suggestives d'une origine proche des voies de conduction du système de Purkinje, et surtout des extrasystoles ventriculaires qui sont très précoces dans la partie descendante de la repolarisation de l'onde T. Et puis au fur et à mesure de l'hospitalisation, ces extrasystoles ventriculaires initient des salves de tachycardie ventriculaire d'abord non soutenues, puis progressivement soutenues, jusqu'à conduire à de véritables accès de tachycardie ventriculaire polymorphes, syncopaux à chaque fois, et traités à chaque fois avec succès et à bon escient par le défibrillateur automatique. Et donc la prise en charge de cette urgence rythmique ventriculaire, c'est-à-dire la prise en charge ciblée de cette extrasystole ventriculaire tueuse, c'est l'ablation par radiofréquence et qui consiste à aller au niveau du ventricule gauche, rechercher la zone de première activation sur l'extrasystole ventriculaire, voire même sur un accès de tachycardie ventriculaire déclenchable. Et on repère ici, décidément, on repère bientôt ce petit potentiel ici sur le cathéter d'ablation positionné au niveau du système de Purkinje à l'endroit d'émergence de ces extrasystoles ventriculaires. Et l'ablation très focale dans la zone permet de traiter le trouble du rythme. Cas clinique suivant, c'est l'urgence rythmique d'origine supraventriculaire. Ce patient de 30 ans, admis pour palpitation et lipothymie non syncopale, avec ce tracé caractéristique d'arythmie très rapide et très désorganisée, que tout le monde a reconnu, sous la forme d'une fibrillation atriale sur voie accessoire, avec cet élargissement variable des QRS en rapport avec la dépolarisation variable par la voie accessoire, qui donne un aspect de QRS en accordéon. Et donc, sur cet aspect de supervolve, de fibrillation atriale sur voie accessoire maligne, le risque majeur, c'est la dégradation en fibrillation ventriculaire et donc l'indication d'une cardioversion en urgence. Si le patient n'a pas syncopé, ça peut être une cardioversion chimique par flécaïne intraveineux. Si l'arythmie est extrêmement mal tolérée, c'est une sédation et une cardioversion électrique. Toujours, bien sûr, avoir à l'esprit la contre-indication à tous les traitements qui vont moduler, ralentir, voire bloquer la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, puisqu'il favoriserait alors le passage exclusif de la fibrillation atriale par la voie accessoire au niveau du ventricule. Donc, contre-indication à l'adénosine, aux bêta-bloquants, aux inhibiteurs calciques bradycardisants et à la digoxine. Et puis, c'est une indication d'ablation rapide de la voie accessoire maligne.
Et puis le dernier cas clinique, c'est l'urgence rythmique méconnue. Celle de ce petit garçon de 8 ans qui a été pris en charge il n'y a pas très longtemps dans le service, qui a été transféré d'un autre centre au CHU de Nantes pour un état de choc cardiogénique avec défaillance rénale et hépatique associée. Et cet aspect de tachycardie permanente, pas très rapide, à QRS fin, une tachycardie supraventriculaire, et cet aspect là aussi caractéristique de l'activité atriale qu'on repère ici, à distance du QRS précédent et plus proche du QRS suivant. Cette activité atriale très négative dans les dérivations inférieures, caractéristique de ces tachycardies permanentes sur voie accessoire à conduction décrémentielle appelée PGRT ou tachycardie de Koumel, où l'influx électrique descend en tachycardie par la voie nodoïcienne, dépolarise le ventricule et remonte par cette voie accessoire à conduction lente jusqu'à l'oreillette. Et ce sont des tachycardies qui concernent principalement les nourrissons, les enfants, mais également les adultes. Il ne faut pas les méconnaître, avec des fréquences cardiaques qui ne sont pas toujours très rapides, ce qui explique qu'elles soient longtemps sous-diagnostiquées, mais qui peuvent se compliquer dans 20% des cas de tachycardiomyopathie. La prise en charge de ces PGRT compliqués de tachycardiomyopathie, c'est l'ablation en urgence de cette voie accessoire, ablation qui est réalisée de manière tout à fait conventionnelle. Ça ne nécessite pas forcément de système de cartographie électroanatomique complexe. Et donc, on va aller rechercher en tachycardie le site d'émergence de cette voie accessoire, qui est dans la grande majorité des cas situé en dessous du sinus coronaire, dans la région paraseptale postérieure droite. Et donc, l'application de la radiofréquence sur ce site d'émergence de la voie accessoire permet l'arrêt de la tachycardie et le retour en rythme sinusal durable. Une fois le retour en rythme sinusal, on observe ensuite progressivement une récupération de la fonction contractile ventriculaire gauche. Et là, chez ce petit garçon, à 4 semaines de la procédure, la fraction d'éjection s'était déjà améliorée à 50%. Donc on a vu les urgences rythmiques, quelques urgences rythmiques sur tachycardie, mais je pense qu'il existe d'autres urgences rythmiques dont tu vas pouvoir nous parler. Effectivement. Donc, ce qu'on peut retenir sur la tachycardie, le message, c'est l'ablation, ablation, ablation sur les trois. Donc on peut toujours ablater quelque chose. La suite, donc sur les tachycardies, après les tachycardies, sur les bradycardies. Ça va être un petit peu plus simple au niveau des électrocardiogrammes. Donc l'urgence vraiment de la bradycardie, c'est est-ce que vous avez besoin d'un pacemaker. Donc ce tracé-là, je pense que tout le monde aura reconnu une tachycardie ventriculaire, peut-être un BAV complet plutôt. Ce patient donc, de 75 ans arrive à l'USIC pour des syncopes récidivantes. Aucun facteur favorisant, il est bradycarde à 20-25, malgré une vitesse 10 d'Isuprel. Le masque, c'est pénible, il tombe tout le temps. Pardon, c'est pas le bon bouton. Le petit problème, c'est qu'il a 39 de fièvre, il tousse, 17 000 blancs, une CRP à 150. Que faire? C'est là que je vais avoir besoin de votre participation. Je vous ai mis plusieurs propositions. Donc comment et quand on va implanter le pacemaker? Première chose, donc, on est en 2021, donc fièvre plus tout, c'est un Covid. Antoine, fais attention, il y a des infectiologues dans la salle. Ah. La proposition suivante, ça va être encore pire, je pense qu'ils ne vont pas aimer. Donc, on ajoute quand même l'hydroxychloroquine. Le 2, un PM en urgence, mais on met azoxyline, amyclin, méropenem, fortum, paracétamol. Infection de matériel, ça n'existe pas. Fièvre, c'est quand même embêtant. On attend la pyrexie, ça va peut-être prendre 2, 3, 4 jours. Finalement, 20-25 par minute, c'est peut-être pas si lent. Proposition 4, on met une sonde d'entraînement par voie fémorale. Ou alors une autre proposition. Ça tend vers la réponse quand même. Donc voilà, donc je vous propose la sonde vissée. Ça va être surtout pour illustrer un peu, ce qui n'est pas une technique récente ou nouvelle, mais peut-être quelque chose que vous connaissez un peu moins, comment on la met, et puis quelles sont ses indications, parce que ça nous aide bien dans ces situations-là. Donc en quoi ça consiste? Assez simple, un pacemaker et une sonde. Comment on le met? Donc c'est le matériel classique de stimulation. On fait ça donc au PTI ou en salle technique à l'USIC quand le PTI est un peu fermé ou débordé et puis qu'on n'a pas d'autre place aux heures ouvrables. La voie d'accès, c'est jugulaire ou sous-clavière droite ou gauche. Donc ça dépend des opérateurs et puis ça dépend aussi parfois du matériel implanté chez les patients, parce que s'ils ont déjà un cathé jugulaire ou un cathé sous-clave de l'autre côté, on ne peut pas le mettre du même côté. Le matériel qu'on utilise, les boîtiers, ce n'est pas des boîtiers tout neufs, c'est des boîtiers qui ont été explantés et qu'on réutilise. Donc soit des gens qui avaient une infection, on garde le boîtier, ou alors lors des upgrades, si on passe d'un double chambre
un triple chambre, on récupère le boîtier. Les sondes de stimulation utilisées sont des sondes standards, c'est ce qu'on met pour l'implantation définitive, bipolaire, ça peut avoir son importance. Une fixation active, donc une vis, et puis la durée de vie de ce système-là, il n'y a rien de défini. 2-3 semaines, c'est comme un cathé central quand même. 4 semaines, plus encore, normalement, le message quand même, c'est que c'est un pacemaker temporaire, donc il ne faut pas le laisser pour des mois. Et puis le retrait se fait, alors soit au lit du malade, si finalement on a passé un cap aigu, qu'on n'a plus besoin de stimulation, on vient à la chambre, on dévisse la sonde et puis on l'enlève comme ça, pas besoin de scopie. Ou alors évidemment, si c'était mis parce qu'il était en BAV complet sans échappement, on le retire pendant l'implantation du pacemaker définitif, parce que sinon ça va mal se passer. Et on le retire après avoir mis le pacemaker définitif. Voilà en photo une sonde vissée, ce que ça peut donner. Donc à droite, ici, on a une sonde mise par voie sous clavière droite, qui était juste avant qu'on le retire une implantation. Et puis, quand c'est un peu mieux protégé avec un pansement et tout ça, donc ça, c'est une sonde jugulaire gauche, qui est mise avec le boîtier. Si on met un IV3000, ça permet de voir la marque à travers, parce qu'il n'y a pas de boîtier dédié pour ça, et chaque boîtier a son programmateur. Donc, quand on veut le recontrôler, tout ça, c'est pas inutile. La sonde vissée en radiologie, maintenant, ce que ça donne. Donc vous avez un pacemaker, si vous êtes observateur, vous voyez que la sonde, elle sort du patient. Donc c'est soit un chef de clinique qui a implanté le pacemaker, ou sinon c'est une sonde vissée. Et puis elle fait le trajet donc, par voie jugulaire jusqu'au niveau, au niveau septal. Si on est observateur encore plus, on voit qu'il y a aussi d'autres choses chez ce patient. Et donc, pour vous dire qu'elle est vissée et bien vissée, toujours le même patient, qui a été équipé d'un peu plus de choses, un patient récent et actuel. Donc on voit qu'il y a plus qu'il y avait ici, qui était une Impella, et puis qu'on a remplacé par quelque chose comme ça, là, une turbine. On ne reconnaît pas très bien. On reconnaît bien le pacemaker, en tout cas, qui est toujours là, qui est toujours en place. La sonde qui a reculé un petit peu, mais qui est toujours vissée. Donc c'est du matériel qui tient bien, vu qu'il y a une fixation active dans le muscle. Donc, pour continuer, parce que ce n'est pas fini, est-ce que ça nécessite un scope? On se dit, il a un pacemaker, très bien, ça marche très bien. On n'a plus besoin de le scoper. Alors ça, c'est un tracé de télémétrie chez un patient qui avait une sonde vissée. Enfin, on va dire qu'il avait une sonde vissée. Et qu'est-ce que vous voyez? Pareil. Donc là, je vais encore vous demander votre participation. Hop là, pardon. Y a-t-il un problème? Premièrement, bon fonctionnement du pacemaker, c'est un artefact. Ça sert toujours en rythmo. Bon fonctionnement du pacemaker, un pacemaker temporaire, même temporaire, ne dysfonctionne jamais. C'est quand même mis par des rythmologues. Bon fonctionnement du pacemaker, ça c'est aussi quand on sait pas trop, on comprend pas trop le tracé. C'est un algorithme du boîtier, probablement, conduction AV, autoseuil. Alors il teste la résistance du patient à la systolie. Défaut de fonctionnement, car défaut de capture ventriculaire intermittent. La sonde se serait-elle déplacée? Je vous ai montré quand même que ça tenait bien. Puis, quand même, en général, les sondes ne se déplacent jamais également. Et réponse E, bon fonctionnement, mais problème de réglage des paramètres de stimulation. Je suis gentil, je vous mets un petit indice en bas de l'écran. Épisode survenu au cours de la réflexion du pansement. Ah, alors est-ce que c'est vraiment la sonde? Non, j'avoue que pour là, c'est peut-être la faute du rythmologue. Donc, c'est pour vous rappeler le mode de stimulation. Mode de stimulation, vous savez, tout ce qu'on peut les programmer soit en bipolaire, soit en unipolaire. Unipolaire, c'est bien parce que ça fait des grands spikes, c'est facilement repérable. Et bipolaire, ça fait des petits spikes. On les voit moins bien, pardon. En pratique, en fait, les sondes qu'on met maintenant, elles sont toutes bipolaires, donc on peut stimuler tout au bout, vraiment dans le myocarde. Si on met une stimulation unipolaire, vous stimulez entre le boîtier et un pôle tout au bout de la sonde. Quand c'est un pacemaker définitif, le boîtier il est dans la loge, il est en contact avec le patient. Si c'est programmé en unipolaire, ça marche bien. Par contre, si c'est un pacemaker temporaire ou lorsqu'on fait des changements de boîtier sur des vieilles sondes qui sont unipolaires, si vous le décollez de la peau, si vous refaites un pansement, et qu'il est programmé en unipolaire, vous perdez la capture unipolaire. Donc si on perd la capture unipolaire et on perd la stimulation chez quelqu'un de dépendant, si on peut revenir en arrière, ça fait... Je sais pas comment on peut revenir en arrière. Ah, le petit rouge, merci. Et ça fait... Ah ouais, il faut revenir loin en arrière, en fait. Bon. Ça fait... Il faut revenir trop, ça fait ça, donc c'est-à-dire... un spike, un spike, un spike, un spike, un spike, un spike. Il y en a 19 à peu près. Et donc ça fait une pause d'autant ce temps-là. Donc si vous avez un pacemaker temporaire, que vous faites ça
Que vous voyez ça au scope quand quelqu'un refait le pansement, faut le recoller sur la peau rapidement pour récupérer une capture unipolaire et surtout le programmer en bipolaire. Ce qui aurait dû être fait. Ou ce qu'on fait habituellement, mais des fois, il recommute tout seul. Bref. Donc, voilà les conclusions et puis un peu les indications de ces sondes de stimulation temporaire. Donc, c'est une sonde temporaire qui permet de temporiser. C'est son nom. Avant la prise de décision d'implantation définitive. Donc, c'est vraiment intéressant dans les cas de sepsis. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas envie d'implanter du matériel définitif à ce moment-là. C'est plus stable. Je voulais montrer qu'on peut mettre un LVAD sans déplacer une sonde de stimulation. Vite, c'est bien. Par rapport à une sonde d'entraînement fémoral. C'est durable. Pareil, comparativement à une sonde d'entraînement fémoral, ça peut tenir plus longtemps. Et puis moins de risques infectieux également, parce que c'est quand même plus propre qu'une voie d'abord fémorale. Et puis mobilisation possible des patients, ça c'est quand même pas mal intéressant. Parce que quand ils sont en jugulaire, ils peuvent être assis au fauteuil, ils ne sont pas obligés de rester allongés, ils peuvent marcher même s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Pardon. Et donc les indications, le syndrome infectieux actif, en attendant de prendre la décision. Une autre indication qui n'est pas fréquente, mais ça nous arrive souvent d'en mettre dans ce cadre-là, c'est post-opératoire de chirurgie cardiaque, des seuils épicardiques qui montent. Malheureusement, un patient qui va être dépendant ou qui a besoin de stimulation, et puis on est dans la phase un peu inflammatoire, on veut soit attendre, on veut attendre avant de l'implanter dans le matériel définitif, ou alors il y a encore des drains, il y a encore plein de choses qui ne sont pas totalement réglées. Donc on peut être amené à mettre une sonde temporaire pour se donner une semaine, le temps de voir si le trouble conductif qui était apparu récupère, voire même plus qu'une semaine, ou de passer la phase infectieuse inflammatoire. Ça, c'est vraiment nos deux indications les plus fréquentes. Parfois, en bridge, avant la réimplantation, si vous avez un patient qu'on extrait d'un côté, on peut lui mettre une sonde avant de le réimplanter en contralatéral, on l'a fait quelques fois. Et puis un peu ce qui était le cas de l'autre patient dont je vous ai présenté les radios, une évolution incertaine, on veut aussi se donner du temps de voir comment évoluent les choses, il y a une indication de stimulation, mais de là à aller mettre du matériel définitif, ça permet un peu de voir comment évoluent les choses. Et effectivement, on avait mis la sonde d'entraînement parce qu'il était en BAV complet avant le LVAD. Maintenant qu'il a été appareillé, la sonde d'ailleurs a été retirée hier soir, pour info. Voilà, merci de votre attention. Et on est dans le temps. Des questions de la part des modérateurs ? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une question, peut-être ? Moi, j'aimerais bien savoir, Aude, si pour le petit enfant, vous devez vous déplacer en pédiatrie ou l'enfant vient sur l'hôpital Nord. Est-ce que c'est sous anesthésie ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, la procédure d'ablation se fait toujours à l'hôpital Nord, puisqu'on n'est pas équipé d'une baie d'électrophysiologie à l'HME. Donc, l'enfant vient à l'hôpital Nord. La procédure se fait sous anesthésie générale. De manière un peu plus large, les procédures d'ablation chez les enfants au CHU de Nantes se font sous anesthésie générale dès lors que l'enfant a atteint un poids de 35 kg. C'est la réglementation locale, puisque c'est nos anesthésistes adultes qui prennent en charge ces enfants. Et s'il y a des anesthésistes dans la salle, ils pourront peut-être compléter mon propos. Et puis, ça arrive de faire des procédures d'ablation, alors en dehors du cadre de l'urgence, chez des enfants sans anesthésie générale, sous anesthésie locale. Mais là, il faut attendre que les enfants soient un petit peu plus grands. Généralement, à partir de l'âge de 10-11 ans, on peut commencer à discuter. Mais là aussi, c'est pas seulement l'âge, c'est aussi la maturation psychique de l'enfant qui fait qu'on peut discuter certaines procédures sous anesthésie locale. Mais sinon, là, en l'occurrence, c'est anesthésie générale pour ce petit garçon de 8 ans. Merci beaucoup.